Bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Et je vais vous parler pendant peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure d'ordinateur quantique. Allez, on commence avec la première question. Comment ça marche? Le principe d'un ordinateur quantique, alors déjà, allez, un petit point historique là. On le doit à ce type-là qui s'appelle Yuri Mamin, qui est russe, on est dans les années 80, et à Paul Benioff aux États-Unis, qui les premiers vont se dire qu'est-ce qui se passerait si on inventait un ordinateur, alors non pas qui fonctionne grâce à la physique quantique, mais qui fasse des calculs quantiques. C'est-à-dire que sa façon de calculer soit elle-même quantique. Il va y avoir un autre acteur hyper important pour essayer de faire naître ces idées, c'est lui, c'est Richard Feynman, un physicien américain, qui lui va avoir un rôle essentiel, vous allez voir, pour développer une des façons d'utiliser l'ordinateur quantique à travers la simulation. Et je vais y revenir après. Alors qu'est-ce que c'est un ordinateur quantique? Bah c'est ça. Voilà, ça c'est l'image qu'on connaît le plus. Si vous tapez ordinateur quantique sur Google, vous allez voir ce genre d'image. Cet objet-là, en fait, c'est un cryostat à dilution, c'est une grosse machine qui permet de refroidir un petit objet dans lequel va se développer l'ordinateur quantique. Alors je dis c'est ça, mais il y a plein d'autres ordinateurs quantiques. Par exemple, celui-là, il est très très beau, je l'adore. Vous voyez tous les petits points bleus ici? Eh ben, c'est des ions, c'est des atomes qui flottent en direct. Et ça, c'est une autre forme d'ordinateur quantique. Ça peut aussi être ça, un ordinateur quantique. C'est une table d'optique là avec plein de rayons laser et de photons qu'on manipule en direct. Ça peut aussi être ça. Ça, c'est une espèce de citerne dans laquelle on fait le vide et dans laquelle on fait flotter avec des rayons laser des atomes un peu énormes, des atomes de Rydberg. Et puis il y a d'autres manières de le faire. On peut le faire avec des diamants, on peut le faire avec des petits circuits électriques, supraconducteurs, etc., etc. Et quand je vous dis tout ça, je vous explique absolument pas comment ça marche. Alors en 2 minutes, je vais vous expliquer comment ça marche ce machin-là. Dans l'ordinateur quantique, quelle que soit sa version, on va utiliser 2 effets de physique quantique. Le premier, c'est ce qu'on appelle la superposition d'états. Alors le principe, il est hyper simple. Imaginez que vous ayez un objet qui puisse être dans un état 0 ou dans un état 1. Alors par exemple, ça pourrait être un atome qui est calme ou excité. Ou ça pourrait être un grain de lumière qui est dans une direction ou une autre direction. Ou ça pourrait être un circuit électrique qui tourne dans un sens ou dans l'autre. Tout ça, c'est des très bons systèmes quantiques avec 2 états. La physique quantique vous permet, si vous manipulez bien ces objets-là, d'être, regardez bien, dans les 2 états à la fois. Et donc le cœur d'un ordinateur quantique, c'est ça. C'est des objets qu'on va placer dans 2 états à la fois. Et on va faire même plus fort que ça, on ne va pas en prendre un seul, on va en prendre plein. Là, je vous en ai mis 3 par exemple. Donc 3 objets dans 2 états à la fois, ça fait ça. Voilà. Et vous pouvez le superposer dans tous les états à la fois. Alors vous faites ça, c'est-à-dire que chacun de ces objets, il est dans 2 états à la fois. Et en plus, vous les reliez entre eux, on appelle ça l'intrication, vous les intriquez, vous les accrochez en quelque sorte les uns avec les autres, de sorte que maintenant, ils ont un destin commun. Donc cet objet-là, c'est en même temps toutes les combinaisons possibles. Là, il y en a 8 par exemple. Mais vous voyez que ça augmente très très vite. À chaque fois que vous rajoutez 1, 0, 1, ça double le nombre de combinaisons possibles. Et le principe de l'ordinateur quantique, ça va être de manipuler de façon intelligente toutes ces combinaisons pour faire des calculs plus puissants qu'avec un ordinateur normal. Alors c'est pas vraiment un ordinateur qui calcule en parallèle, hein. Il ne fait pas tous les tests et il ne vous donne pas toutes les solutions. Il vous en donne une seule, mais il va se débrouiller pour que ça soit la bonne. Et avant de vous la donner, lui, il va essayer d'explorer plein de solutions possibles. Donc ça, c'est le principe de base de l'ordinateur quantique. Alors petite pause, je regarde quand même déjà s'il y a des questions. À quand un ordinateur quantique à la maison? Alors ça c'est une super question, ben jamais, ou presque jamais. C'est-à-dire que chez vous on ne va pas emmener un ordinateur quantique, et la raison elle est là, hein. C'est qu'à chaque fois, c'est une expérience de laboratoire, ça n'a rien d'un ordinateur ce truc-là. Vous voyez que pour mettre des centaines d'objets quantiques dans 2 états à la fois et de les contrôler, il va vous falloir, ben ici par exemple, plein de rayons laser et de l'ultravide. Ici par exemple, des manips qui permettent de refroidir tout près du zéro absolu. Donc c'est des expériences de laboratoire. Alors ça ne veut pas dire que vous n'allez pas en bénéficier chez vous, mais en général, vous allez en bénéficier chez vous à travers le cloud. C'est-à-dire que le calcul, il est fait dans quelques labos dans le monde, et vous allez juste pianoter de chez vous et demander à ces ordinateurs de calculer. Pourquoi calculer avec des qubits intriqués? Est-ce que c'est mieux qu'avec des qubits non intriqués? Super question. On pourrait calculer ça avec un système avec plein de niveaux non intriqués. Ça serait une galère infinie. Le système intriqué vous permet de manipuler plein de 0 et de 1, mais qu'ils aient un destin commun. C'est ça qui fait finalement que c'est différent d'un ordinateur normal. C'est que tous les 0 et les 1 se tiennent entre eux, on dit qu'ils sont corrélés. Et donc quand on va manipuler cet objet pour faire un calcul, vous manipulez toutes les combinaisons à la fois. Vous voyez la puissance incroyable du truc. On me demande si l'ordi quantique, c'est codé en 1, en 0 ou avec des 2. Alors non, en général, on se facilite la vie parce que vous allez voir, c'est déjà compliqué. Et on utilise des 0 et des 1. C'est même mieux que ça. Quand votre système quantique il pourrait permettre de faire plusieurs niveaux, vous allez vous débrouiller pour virer les autres niveaux et le torturer pour n'avoir que 2 niveaux bien stables, 0, 1. Et après, vous allez jouer à les superposer. Alors ce qu'il y a d'assez magique, hein, c'est qu'on peut le mettre seulement en 0,
seulement 1, à la fois en 0 et en 1, et on peut même choisir les proportions de 0 et de 1 qu'on met. Et c'est ça qui va permettre de faire des calculs très sophistiqués. Est-ce qu'un ordinateur quantique peut développer une conscience? Waouh, c'est une bonne question, j'en sais rien. Je pense pas. Alors ça pose des questions sur qu'est-ce que c'est que la conscience et comment simuler la conscience. Je pense que sur ces questions-là, l'intelligence artificielle et les réseaux de neurones ont une longueur d'avance. C'est eux qui sont câblés exactement pour simuler notre cerveau. L'ordinateur quantique, il n'est pas du tout câblé pour simuler notre cerveau. Par contre, certaines de ses utilisations pourraient aider à rendre plus efficace et plus rapide l'intelligence artificielle. Mais l'ordinateur quantique, lui-même, il ne va pas être bien câblé pour simuler notre cerveau. Alors ça, c'était la première session questions. Je propose qu'on enchaîne. Ça sert à quoi? Alors là, ça peut servir à plein de trucs, mais pas tant de trucs que ça. Parfois, on se dit, ça va remplacer tous nos ordinateurs. Pas du tout. L'ordinateur quantique, en gros, il sert à faire, je sais pas, quelques centaines d'algorithmes de façon un peu maligne, et c'est tout. Il ne va pas remplacer les jeux vidéo, il ne va pas remplacer les traitements de texte, il ne va pas remplacer Netflix ou je sais pas quoi. Il n'est bon que dans certaines tâches très spécifiques et assez pointues, il faut bien le dire. Alors je vais vous donner quelques exemples. Il est très bon par exemple pour trier dans une liste ou pour rechercher de l'information dans un grand paquet d'informations. Il est très bon pour factoriser en nombre premier, ce que ne sait pas faire du tout un ordinateur normal. Il est très bon pour faire des calculs de trafic. Vous voyez, pour essayer de vous dire quel est le chemin le plus optimum si vous avez plein de chemins possibles dans un trafic. Et puis plus généralement, il est très bon pour optimiser, chercher la meilleure solution parmi plein de solutions. Il est très bon pour certains trucs hyper mathématiques, par exemple, inverser des matrices. Alors là, la plupart d'entre vous doivent se dire, on s'en fiche complètement dans la vie de tous les jours d'inverser les matrices. En fait, ça touche plein de problèmes industriels, ça touche par exemple l'intelligence artificielle, et c'est un truc qui est très lent dans les ordinateurs normaux. Donc vous voyez, c'est une sorte de boost pour un certain nombre d'algorithmes. Alors honnêtement, si c'était que ça, je vous ferais peut-être pas un live ce soir, même si c'est hyper important et que ça peut toucher plein de secteurs. Ça peut toucher le secteur du fret, le secteur de l'aviation, le secteur du big data, le secteur de la finance, le secteur de la médecine, etc. etc. L'utilisation que je préfère, on la doit à mon copain Richard Feynman, dont j'ai déjà perdu l'image. Le voilà, Richard. Richard Feynman, il a eu une idée géniale. Il a dit, écoutez, s'il vous plaît, si vous fabriquez un ordinateur quantique, l'utilisez pas juste pour faire des calculs normaux. Utilisez-le pour faire de la physique quantique. Alors dit comme ça peut sembler un petit peu stupide, mais l'idée, elle est très profonde. L'idée, c'est que votre ordinateur quantique, il est très bien câblé pour reproduire les lois de la physique quantique. Et d'ailleurs, il faut utiliser ces lois pour le programmer. C'est une vraie galère. Mais la conséquence de ça, c'est que votre ordinateur quantique, si vous lui proposez des calculs de physique quantique, il est hyper bon. Il est meilleur que n'importe quel ordinateur. Alors c'est quoi des calculs de physique quantique? C'est ce qu'adorent faire les physiciens et les chimistes, en gros. Par exemple, calculer les énergies d'une molécule, ou calculer comment une réaction chimique se développe. Donc vous, pareil, dans la vie de tous les jours, vous pouvez dire qu'on s'en fiche complètement. Alors là, pas du tout. Et je vais vous donner deux exemples. Premier exemple, ça là. Cette réaction chimique affreuse que je me suis fait un grand plaisir d'imprimer. C'est une réaction qui transforme le CO2 avec un peu d'hydrogène en méthane et en eau. Ce truc-là, ça pourrait permettre de capter le CO2, d'empêcher qu'il s'en aille dans l'atmosphère. Le drame, c'est que cette réaction, elle marche très mal. On essaye de la catalyser avec des composés à base de ruthénium, je crois, et en gros, ça marche pas bien. Un ordinateur quantique pourrait permettre d'améliorer ce genre de réaction en trouvant des meilleurs catalyseurs. Et vous voyez que là, il y a un enjeu évidemment écologique majeur. Autre exemple, cette molécule-là, elle transforme l'azote en ammoniac. Et nous, quand on veut transformer l'azote en ammoniac, on doit utiliser des usines qui chauffent à 500 degrés et qui coûtent à peu près 3% de l'énergie mondiale. Et on utilise ça pour fabriquer des engrais pour nourrir à peu près 60% de l'humanité. Cette molécule, elle le fait sans avoir besoin de chauffer. Mais on ne comprend pas comment elle marche. Si on arrivait avec un ordinateur quantique à la déchiffrer, on pourrait se passer de ces usines avec ce procédé hyper coûteux en énergie et gagner tout de suite 2 à 3% de l'énergie mondiale et de l'émission de CO2. Donc là, on a des enjeux majeurs en termes de simulation. On pourrait inventer des nouveaux matériaux, on pourrait inventer des nouvelles batteries, des nouvelles cellules photovoltaïques, des nouveaux supraconducteurs. Donc voilà à quoi ça peut servir. À faire certains algorithmes mieux et à simuler la nature. Allez, on se refait une petite pause où je vais répondre à quelques questions. Est-ce qu'un ordinateur quantique peut craquer des mots de passe? Oui et non. C'est une super bonne question. Je ne vous en ai pas parlé jusqu'à présent, je vous ai juste dit, tiens, un des algorithmes, c'est aider à décomposer en nombre premier. Alors il se trouve que décomposer en nombre premier, c'est ce qui permettrait de casser tous les codes secrets qu'on a absolument sur Terre. Le type qui a compris ça et qui a inventé ça, il s'appelle Peter Shor, c'est lui. Peter Shor montre qu'avec un ordinateur quantique, on pourrait décomposer n'importe quel gros nombre en nombre premier. Vous savez, comme, 15 égale 5 fois 3. Et ça serait avec une vitesse prodigieuse par rapport aux ordinateurs normaux. Et donc ça pourrait menacer
tous nos codes secrets actuels, avec les cartes bleues, avec l'internet et toutes les cryptos qu'on utilise actuellement qui se basent sur les nombres premiers. Donc si l'ordinateur quantique marchait bien, et pour faire ça, il faut qu'il marche vraiment bien, eh bien il y a une menace effectivement sur tous nos codes secrets. Alors il se trouve que sur ce sujet spécifiquement, je peux vous dire tout de suite la vérité, il y a 2 trucs à retenir. Le premier, c'est qu'on n'y est vraiment pas, et que ça va être un des trucs les plus durs à faire, et donc je ne pense pas que ça va se faire dans les années à venir. Et le deuxième, c'est que toutes les agences de sécurité internationale se sont déjà mis sur le coup, et ont déjà trouvé des solutions avec des matheux un peu partout dans le monde, notamment en France, pour inventer des algorithmes post-quantiques, c'est-à-dire des algorithmes de sécurité qui résistent aux ordinateurs quantiques, que l'algorithme de Shor ne peut pas casser. Et ces algorithmes, on les a mis en place depuis quelques années, et on va commencer à les déployer dans tous les endroits où il y a besoin d'une grande sécurité. Donc je ne suis pas très inquiet sur les menaces de l'ordinateur quantique en termes de sécurité. Quel genre de simulation on peut faire un ordinateur quantique? Alors l'idée, c'est qu'il peut simuler justement des phénomènes naturels. Il faut que vous compreniez ce que ça veut dire simuler. C'est pas le sens auquel on l'entend habituellement. Je vais essayer de vous donner un exemple. Imaginez que vous vouliez comprendre ce qui se passe quand je lâche une énorme pierre du haut d'une montagne. Première solution, j'utilise mes équations de physique, je calcule la forme de la montagne, je calcule les équations et je prévois la trajectoire de la pierre. Ça, c'est pas une simulation, c'est un calcul numérique ou une simulation numérique. Ce qu'on appelle simulation dans ce cas-là, ça serait le fait que vous veniez sur votre table et que vous fabriquiez à échelle réduite la maquette de la montagne, une vraie petite maquette, et que vous lâchiez une bille au lieu d'une grosse pierre du haut de la montagne, votre petite montagne, et à l'échelle miniature que vous regardiez son trajet. Vous voyez qu'en faisant ça, vous supposez juste que les lois de la physique sont les mêmes à cette échelle-là et à grande échelle. Et donc cette petite maquette va simuler des phénomènes naturels. Et c'est comme ça que va marcher l'ordinateur quantique. L'ordinateur quantique, en simulation, il va juste se laisser aller à suivre les lois de la nature, qui sont des lois quantiques. Donc vous allez par exemple faire flotter des atomes dans le vide, les connecter entre eux, les programmer et leur donner juste la bonne position pour qu'ils simulent un problème que vous vous posez. Vous laissez le truc marcher, et au bout d'un moment, vous regardez la solution. Et il a suivi les lois de la quantique. Je peux vous montrer un truc absolument magique que je montre à chaque fois. Une des meilleures équipes au monde est française. Il se trouve que c'est une équipe à l'Institut d'optique de Antoine Broveis, qui a aussi monté une start-up qui s'appelle Pascal. Alors ils savent faire ce genre de truc. Là, ce que vous voyez, c'est une Mona Lisa quantique, c'est-à-dire chacun des points, c'est un atome en lévitation. Alors évidemment, ça c'est juste pour se marrer, mais ce qu'ils font en réalité en général, c'est qu'ils vont positionner leurs atomes pour simuler des problèmes. Ils ont par exemple récemment simulé des problèmes de physique que nous, on ne savait pas résoudre dans les labos, notamment sur certains aimants, on appelle ça des systèmes de Ising, et auxquels ils ont trouvé des solutions en laissant leur espèce de supercalculatrice quantique faire le job pour eux. Alors, est-ce qu'un PC quantique pourrait communiquer avec un ordinateur classique? Alors oui, et c'est même ce qu'on fait en général, c'est-à-dire que très souvent, dans les rares applications qu'on essaie de développer des ordinateurs quantiques, on va faire une partie du calcul sur un ordinateur classique, sur un ordinateur normal. Et on va coupler la force de l'ordinateur classique et de l'ordinateur quantique. Et donc on n'imaginerait pas d'utiliser seulement les ordinateurs quantiques tout seuls, pour certaines tâches qui sont très mauvais, et il vaut mieux utiliser leurs ordinateurs classiques, et ensuite ils peuvent se coupler entre eux. Par contre, pendant le calcul que mène l'ordinateur quantique, vous n'avez rien le droit de faire, aucune communication, rien, parce que si vous faites quoi que ce soit, la superposition de 0 et de 1 s'arrête. Et si elle s'arrête, vous ne pouvez pas faire redémarrer le calcul, c'est fini. Et donc il y a un enjeu à ce que, pendant le calcul, il ne communique avec rien, avec personne, vous le laissiez tranquille et vous le protégiez. Et donc on va en venir à ma question la plus cruciale, je pense, est-ce que ça marche? Parce que là je vous vends du rêve depuis un quart d'heure, je vous vends des applications incroyables, des simulations, des trucs qui piègent le CO2, qui résolvent des problèmes énergétiques incroyables, qui vous inventent des nouveaux médicaments. Le problème, c'est que pour l'instant, je dis bien pour l'instant, ça ne marche pas. Ou plutôt, ça marche très mal. Aucun ordinateur quantique actuel n'a réussi à faire un calcul vraiment intéressant qui dépasse largement un ordinateur normal. Alors pourtant, on a entendu plein de titres dans la presse. Si j'en retrouve un, vous avez vu que c'est déjà le bazar avec mon truc. Allez, ça, on jette, ça va aller plus facile. Ça, je jette, j'ai déjà fait. Je jette, j'ai déjà fait. J'ai déjà fait, j'ai déjà fait. Vous allez voir, ça va être plus facile. Ah, le voilà. Nature, la célèbre revue Nature, publie en 2019 en couverture Quantum Supremacy. Et le sous-titre, c'est « Les ordinateurs classiques sont dépassés par un ordinateur quantique pour la première fois ». Et cet ordinateur, c'est pas n'importe lequel, c'est un ordinateur conçu par Google à l'époque, qui avait débauché des tas de physiciens des labos du coin en Californie, et qui a conçu une petite merveille, un ordinateur quantique à base de supraconducteurs, qui a réussi à faire un calcul qui semblait aller plus vite que n'importe quel ordinateur normal. Alors ça a été très débattu depuis, mais surtout, ce calcul ne servait à rien. C'était un calcul juste pour le plaisir de faire un calcul, où ils montraient qu'ils étaient plus forts. Mais ils n'ont pas réussi à faire de calcul vraiment utile. Quel est le problème? Pourquoi est-ce qu'on ne se lance pas et qu'on ne fait pas les vrais calculs sur les exemples que je vous ai montrés? La raison, elle est simple, c'est que ces ordinateurs font des erreurs.
Ils font des erreurs. Actuellement, le mieux qu'on sache faire, c'est une erreur toutes les 1000 opérations. Alors ça, c'est pas très grave en soi, parce qu'on pourrait très bien se dire qu'on va arrêter le calcul à intervalles réguliers pour voir si ça se passe bien. Mais vous n'avez pas le droit. Je vous l'ai dit, vous n'avez pas le droit d'interrompre le calcul. Si vous l'interrompez, c'est fini. Donc on ne peut pas débugger, on ne peut pas détecter les erreurs. Donc là, on pensait que c'était foutu. Mais il se trouve que Peter Shor, là, que j'ai jeté par terre tout à l'heure, Peter Shor a inventé un algorithme pour corriger ces erreurs. Il a dit, j'ai une manière un peu astucieuse d'utiliser d'autres objets quantiques, des atomes par exemple, qui vont contrôler un peu ce qui se passe. J'aurai pas besoin d'arrêter mon calcul, c'est eux qui vont faire le job et qui vont corriger automatiquement si une erreur survient. Alors l'algorithme marche d'un point de vue théorique, mais en pratique c'est une galère. Dit concrètement, actuellement, si vous voulez corriger un atome quantique, il vous en faut en gros 1000 à 10 000. Donc, quand vous voulez faire un calcul avec une centaine d'atomes, et les calculs commencent à être intéressants, disons avec, je sais pas, quelques dizaines ou une centaine d'atomes, en fait, il vous en faut 100 fois 10 000. Il vous en faut 1 million. Actuellement, les ordinateurs les plus costauds au monde qui utilisent par exemple les technologies de Google ou IBM, je pense à IBM notamment, ils arrivent à aller à quelques centaines de ces 0 et ces 1. On appelle ça des qubits. Alors, quelques centaines, c'est pas mal, sauf qu'ils font des erreurs, et donc on ne peut pas les utiliser à grand-chose. Alors il y a des solutions qui sont en train d'être développées actuellement, notamment ceux qui travaillent sur les atomes de Rydberg, qui commencent à dire qu'ils arrivent à des milliers d'atomes qu'ils peuvent manipuler en même temps. Donc on commence à être à des nombres intéressants, on est très loin de nombres qui permettraient de faire des calculs vraiment intéressants. Donc actuellement, les ordinateurs quantiques ne marchent pas, ou hyper mal, ils ne servent en gros à rien, sauf à certaines simulations de certains problèmes de physique. Petite pause avant de vous dire quand est-ce que ça va marcher, en regardant les questions. Est-ce que l'ordinateur quantique peut servir aux prévisions météo? Ah, c'est une bonne question. Oui, mais pas directement. Pour faire des prévisions météo, on utilise en général des modèles basés sur la mécanique des fluides, et en particulier une équation affreuse qui s'appelle l'équation de Navier-Stokes. C'est une des équations les plus complexes au monde, on ne sait pas la résoudre de façon propre, on sait la résoudre avec des approximations. Donc en gros, les seules solutions, c'est de faire des simulations à partir de cette équation. L'ordinateur quantique pourrait aider à améliorer et à accélérer ces simulations de Navier-Stokes, pour, par exemple, accélérer les calculs pour la météo. Ça pourrait servir aussi pour accélérer tous les calculs, vous savez, de dynamique des fluides, par exemple, pour calculer la forme d'un avion ou d'un bateau pour qu'il soit très aérodynamique. Donc il y a des espoirs là-dedans, c'est ça qui fait que, par exemple, je crois que Boeing ou Airbus investissent sur les ordinateurs quantiques. Je regarde une autre question. Est-ce que, économiquement, est-ce que c'est mieux un ordinateur quantique ou classique? Là, clairement, c'est l'ordinateur classique qui est mieux, parce qu'il coûte moins cher et il marche. Actuellement, c'est une catastrophe financière, un ordinateur quantique. Un machin comme ça, ou un machin comme ça, à construire en laboratoire, je compte même pas le coût des personnels, hein. Je compte juste la matière première et le cryostat, c'est au moins 1 million d'euros. Donc il vous faut au moins 1 à 2 millions d'euros pour fabriquer la bête. Après, il vous faut le salaire de quelques dizaines de très bons chercheuses et chercheurs pour le faire fonctionner. Et à la fin, il marche pas, ou il marche très mal. Donc pour l'instant, on est dans le monde de la recherche. La recherche appliquée est fondamentale, on n'est pas du tout dans le monde des applications courantes. Mais le jour où il marchera, si il marche un jour, et bien là, dans certains calculs, il sera vraiment bien meilleur qu'un ordinateur classique, et dans ces calculs-là, il sera évidemment économiquement bien plus intéressant, juste parce qu'il va réussir à faire des calculs qu'on ne sait pas faire actuellement. Autre question, combien d'ordinateurs quantiques existent dans le monde? Alors le chiffre, il est dur à dire, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'en gros, c'est des expériences de laboratoire, et dans un pays comme la France, allez, on va dire qu'il y a peut-être, je sais pas, une centaine de laboratoires qui ont un ordinateur quantique digne de ce nom, grand maximum. Donc vous voyez qu'à l'échelle du monde, on a peut-être, allez, quelques centaines à quelques milliers d'ordinateurs quantiques. Est-ce que l'ordinateur quantique peut tuer les bitcoins en cassant les clés? Alors là, je m'en fiche complètement, parce que moi, les bitcoins, je m'en fiche complètement. C'est une catastrophe écologique, hein, quand même, les bitcoins. Mais il se trouve que oui, je crois que les clés de cryptage des bitcoins, c'est un peu les mêmes principes avec des nombres premiers, mais je ne suis pas expert en la matière, donc peut-être que je dis des bêtises. Et si c'est le cas, eh ben, ça pourrait casser ces clés de cryptage. Mais à nouveau, les bitcoins, comme toutes les installations stratégiques, vont probablement changer de système et utiliser des algorithmes post-quantiques pour leur cryptographie dans les années à venir. Donc je pense qu'il n'y a pas un enjeu énorme à cet endroit-là. A-t-on besoin d'un ordinateur classique pour analyser les résultats d'un ordinateur quantique? Ça, c'est une très jolie question. Se pose la question, quand vous faites un calcul avec un ordinateur quantique, de est-ce qu'il est bon? Et si c'est un calcul qu'on ne peut pas faire avec un ordinateur classique, on peut se dire, mais comment on fait pour savoir si c'est bon ou pas? Comment vous savez que c'est faux après tout? Alors la question s'est posée, par exemple, avec le travail qu'a fait Google. Et donc ce qu'ils ont fait, Google, c'est un truc assez malin. Ils ont commencé par faire un tout petit calcul quantique, qu'ils pouvaient aussi faire sur un ordinateur normal, et ils ont comparé les résultats. C'était pareil. Après, ils ont fait un peu grossir leur calcul, ils pouvaient toujours comparer, c'était pareil. Après, ils ont fait grossir, ils ont comparé, c'était toujours pareil. Et pour la dernière étape, quand l'ordinateur quantique était tellement gros qu'on ne pouvait plus le simuler avec un ordinateur classique, ben, ils ont juste croisé les doigts en imaginant que la réponse soit bonne. Mais évidemment, il n'y a pas de manière de la tester avec un ordinateur normal.
quel langage on devrait utiliser pour coder en quantique. Alors, il faut oublier tous nos langages de programmation habituels. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui aiment faire de la programmation en Python, en C++, en Java, en Fortran, en je ne sais pas quoi. En fait, abandonnez tout ça. C'est pas seulement une question d'écriture, c'est que la logique même de la programmation est différente. La programmation, habituellement, vous savez, c'est booléen, c'est-à-dire qu'on a des sortes d'opérations logiques qui se suivent les unes aux autres. Si ça vaut 0, ça vaut 1, si ça vaut 1, ça vaut 0, etc., etc. Et on manipule ça avec des portes logiques, et après on fait ça dans un langage avec des if, then, else, loop, etc., etc. Dans l'ordinateur quantique, abandonnez cette idée-là. Vous ne pouvez pas faire des choses séquentielles, information par information. Il faut traiter toutes les informations à la fois, il faut se débrouiller pour qu'elles vous sortent la bonne réponse. Donc l'astuce en général, c'est que toutes ces combinaisons, vous allez les mélanger entre elles. Nous on parle d'interférence, vous allez les faire interférer entre elles pour que toutes les mauvaises solutions s'éliminent et qu'il ne sorte que la bonne solution. Et ça va marcher que dans certains cas très particuliers. Pour vous le dire clairement, les algorithmes qu'on a pu trouver dans lesquels ça marche, les cas où ça marche, par exemple transformé de Fourier rapide, inversion de matrice, algorithme de Shor, à chaque fois ça a été trouvé par des très très bons matheux. Parfois ils s'appellent informaticiens, mais c'est des maths purs. Et ils ont utilisé les lois de la physique quantique pour trouver comment manipuler cette soupe de 0 et de 1 pour faire sortir la bonne solution à la fin. Donc concrètement, quand vous regardez un programme d'ordinateur quantique, c'est assez marrant, vous pouvez regarder ça sur internet, ça ressemble un peu à une partition de musique. Vous traitez en parallèle toutes les opérations que vous allez leur faire subir avec des portes logiques quantiques, et à un moment donné vous dites mesure, et là tout s'arrête et il sort une solution, et vous espérez que c'est la bonne. Donc la logique est très différente, il faut réapprendre l'informatique. On ne peut plus se baser sur ce qu'on connaissait d'habitude dans les langages de programmation. Et il y a des nouveaux langages de programmation quantiques faits pour ça, câblés pour ça, et dont l'image est dédiée à ces calculs-là. On va maintenant poser des questions un petit peu plus politiques, que j'ai dû balancer par terre évidemment comme un imbécile, mais je vais vous les poser quand même. La première question qu'on peut se poser, c'est quand est-ce que ça va marcher? C'est quoi l'échéance? Et la réponse, c'est on ne sait pas. Et toute personne qui vous dit c'est dans 1 an, c'est dans 2 ans, elle vous ment. Actuellement, il y a évidemment des hypothèses. Chaque grand groupe, chaque grande entreprise, chaque État fait ses hypothèses, fait ses roadmaps. C'est une espèce de truc où on va extrapoler ce qui se passe dans l'avenir. Mais c'est très dur de savoir comment on va évoluer. En particulier parce que ces erreurs dont je vous ai parlé, elles sont très difficiles à diminuer. Et on ne sait pas si on va arriver à trouver un nouvel algorithme pour mieux les corriger. Il y a plein de pistes, il y a plein d'entreprises sur le coup, plein de labos sur le coup. Mais si on reste sur les codes de correction d'erreurs actuels, il va falloir faire un bond technologique énorme pour améliorer ces ordinateurs. Ce n'est pas un ordinateur qu'on doit multiplier par 2 ou par 3, il va falloir le multiplier par 10 000. Et ça, pour l'instant, il y a plein de physiciens et de physiciennes dans le monde qui pensent qu'on en sera incapable. Pour des raisons très technologiques. Dans certains cas, on n'a pas des lasers assez puissants. Dans d'autres cas, on n'a pas des pompes qui vident et qui font un vide assez bon. Dans d'autres cas, on n'a juste pas la place pour refroidir un machin aussi gros. On ne sait pas le refroidir tout près du zéro absolu. Et donc, pour chaque ordinateur, il y a des limites physiques. Pas des limites technologiques, des limites physiques qui font que ça va être dur de les faire grossir. Alors évidemment, les physiciennes et les physiciens font plein de paris pour essayer de trouver des solutions pour s'en sortir. Je dirais qu'il y a 2 clans. Le clan des optimistes qui disent « Dans le passé, on a toujours réussi à faire croître ce genre d'objet avec l'ordinateur normal, par exemple, dans les années 50, on pensait qu'on n'arriverait jamais à rien, et puis 40 ans plus tard, on sait faire des milliards de transistors dans un microprocesseur, et donc ça va marcher aussi, il suffit de s'y mettre et de mettre les moyens. » Et puis il y en a d'autres qui disent « Non, non, pour des raisons scientifiques, physiques profondes, on ne va jamais y arriver. » Et le monde se divise un petit peu en deux, et c'est ça qui fait que c'est pas simple de vous répondre. Si ça va marcher un jour, par contre, je sais vous répondre qu'on ne sait pas quand ça va marcher, et si ça va marcher dans 1 an, 2 ans, 10 ans ou 20 ans. Je peux juste dire que toutes les découvertes qu'on a pu faire pour aller jusqu'à l'ordinateur quantique ces 40 dernières années, parce que ça fait 40 ans qu'on travaille à ces technologies quantiques, elles mettent du temps à être développées. C'est à chaque fois des dizaines d'années. Pour vous rendre compte de l'échelle de temps en recherche, un bon critère, c'est la durée d'une thèse. La durée d'une thèse, c'est la durée d'une découverte, en gros. Un thésard, il vient dans le labo et il fait une découverte. Et ça, c'est 3-4 ans. C'est 3 ans en France, c'est plutôt 5 ans aux États-Unis. Et donc, vous voyez, si l'unité de base, c'est déjà 3 ans, vous n'allez pas en 6 mois résoudre tous les problèmes. Il vous faut quelques années, voire quelques dizaines d'années, pour arriver à résoudre les problèmes. Et donc là, on ne sait pas à quelle vitesse ça va aller. Il y a des gens qui pensent que juste en mettant plus d'argent, ça va aller plus vite. C'est vrai. Ça accélère, mais de là à faire le bond dont on a besoin, eh ben, c'est pas sûr. Donc ça, c'est la réponse. Est-ce que ça va marcher et quand ça va marcher? Après, une autre question qui se pose, c'est est-ce que c'est un enjeu politique ou stratégique? C'est un peu la même chose, politique et stratégique. Alors, on peut se poser la question parce que tous les États ont mis des sacrés paquets d'argent dessus. En France, on a fait un plan quantique en 2021 à 2 milliards d'euros. En Chine, aux États-Unis, au Japon, en Allemagne, en Angleterre, on a mis à chaque fois des milliards ou des dizaines de milliards d'euros sur la table pour soutenir des plans quantiques qui soutiennent des labos, des industries, des startups, des spin-offs, etc., etc. Donc il y a un énorme enjeu pour les États apparemment.
Alors pourquoi ils mettent tant d'argent dans un truc qui a l'air quand même un peu casse-gueule et dont on n'est pas sûr que ça marche et qui reste pour l'instant très proche de la recherche fondamentale? Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Il y en a une, c'est que si par hasard ça marche, on a intérêt à en être. Et donc il y a ce qu'on appelle le FOMO, Fear of Missing Out, j'ai appris ce mot-là, hein, c'est très chic, c'est américain. C'est l'idée qu'on a peur de ne pas en être. C'est-à-dire que si la révolution a lieu, si quelqu'un trouve un ordinateur quantique, on a envie de le reproduire très très vite dans son propre territoire avec ses propres chercheurs et chercheuses. Donc ça, c'est un premier enjeu. Le deuxième enjeu, soyons honnêtes, c'est un enjeu d'image de marque. À un moment donné, c'est classe de dire qu'on a un bon ordinateur quantique. Je pense qu'une des motivations de Google dans l'histoire, c'était ça. C'était pas seulement le bien-être de la recherche fondamentale et faire avancer la physique quantique. C'était montrer qu'ils étaient à la pointe de la technologie. Et ce qui se fait de plus à la pointe en ce moment, c'est l'ordinateur quantique. Donc montrer qu'on met le paquet dessus, un peu comme pour l'intelligence artificielle par exemple, eh ben c'est une question d'image de marque. C'est montrer qu'on est là, au top des sujets chauds du moment. Et donc je pense qu'il y a ça qui se joue. Il y a un troisième truc qu'on oublie trop souvent, c'est des enjeux militaires. Alors pourquoi les enjeux militaires? Je ne vous ai pas parlé du tout d'applications militaires ou d'armes dans cette histoire-là. Mais il se trouve que les technologies quantiques, là, il faut un peu élargir. C'est-à-dire tout ce qu'on peut faire avec ces objets qui sont à la fois des 0 et des 1, on ne va pas faire seulement des ordinateurs, on sait faire plein d'autres trucs. On sait notamment faire des capteurs hypersensibles et on sait faire de l'imagerie hypersensible. Il y a un très bon exemple de ça pour vous montrer un petit peu les enjeux qu'on peut avoir. Je l'ai paumé ou pas? Non, je l'ai là. C'est un article paru récemment par l'équipe de Benjamin Huard de l'ENS Lyon. Regardez, un article paru dans Nature Physics qui dit on a inventé un radar quantique. Et il marche. Et il marche mieux que n'importe quel radar normal. Un radar quantique, c'est un radar où on envoie des photons intriqués sur un avion ou un bateau ou une voiture, ils reviennent et on les détecte mieux qu'un radar normal. Et donc là, tout de suite, il y a des enjeux militaires considérables. Il y a également des enjeux militaires sur la navigation inertielle. Un sous-marin nucléaire, par exemple, quand ça va sous l'eau, ça ne doit pas se fier au GPS, évidemment. Et donc, comment il se repère sous l'eau? C'est un gros problème technologique. On utilise des navigateurs inertiels, et il se trouve que les capteurs quantiques seraient les meilleurs navigateurs inertiels qui existent. Et donc, il y a souvent des applications, pas forcément du côté de l'ordinateur quantique, mais du côté, la cryptographie, on l'a dit, de l'imagerie, des capteurs, qui peuvent avoir des enjeux militaires considérables. La Chine, par exemple, est extrêmement en avance sur ces sujets d'imagerie et de radar, et elle a beaucoup progressé là-dessus. Également sur les sujets de cryptographie, elle est probablement la plus avancée dans le domaine. Et donc on voit bien qu'il y a des enjeux stratégiques qui dépassent largement le business as usual, on va dire. Allez, je fais une petite pause avec une petite série de questions, là, si vous tenez le coup. Ça consomme combien d'énergie un ordinateur quantique? Très bonne question. Alors la réponse, elle ne va pas plaire à tout le monde, mais je vais vous la donner. On s'en fiche. On s'en fiche parce qu'il y en a peu. Si je vous dis, vous voyez qu'il y a 1000 ou 2000 ordinateurs quantiques dans le monde, même s'ils consomment beaucoup d'énergie, alors c'est jamais une énergie monstrueuse, hein, c'est pas comparable à une centrale nucléaire ou je sais pas quoi, c'est en gros quelques machines à laver, on va dire, c'est pas très important. Par rapport par exemple à la consommation de, je sais pas, vos smartphones, vos ordinateurs portables, eux il y en a tout de suite des milliards dans le monde. Et l'ordinateur quantique, il n'y a pas d'enjeu de le transporter et de le fabriquer en des milliards d'exemplaires. Donc, écologiquement, évidemment c'est une machine de labo qui coûte de l'énergie, qui coûte de l'électricité, mais pas de façon énorme. Il y a en plus des gens qui bossent dessus, en France en particulier. Mais en plus, à la limite, si on a 1000 dans le monde et qui coûtent un peu d'énergie chacun, c'est pas très grave. Par exemple, par rapport à l'intelligence artificielle et au coût des data centers pour l'intelligence artificielle, il n'y a vraiment pas photo. Vraiment, on préfère les ordinateurs quantiques. Par contre, est-ce que ça coûte beaucoup d'énergie? Est-ce que c'est très important? Ça, je pense pas. Je pense pas que ça soit un enjeu dramatique. Je regarde une autre question. Est-ce que l'ordinateur quantique fonctionnerait mieux dans l'espace, loin de toute autre attraction? Alors d'abord, quand on dit qu'on va dans l'espace, parfois on pense qu'on n'est plus attiré par rien, c'est complètement faux. La Station Spatiale Internationale, par exemple, il y a autant de gravité que sur Terre. C'est juste qu'elle tombe en permanence autour de la Terre, donc on a l'impression qu'on est en apesanteur. Donc pour être dans l'espace sans attraction, c'est déjà compliqué. Et puis de toute façon, la gravité, elle n'est pas très importante dans cette histoire-là. Elle joue pas beaucoup. L'espace, il pourrait servir à un truc, c'est au vide. Dans l'espace, il y a le meilleur vide qu'on sache faire. Les vides avec les meilleures pompes en laboratoire sont encore 10 à 100 fois moins bons que dans l'espace. Et donc on pourrait se dire que l'espace, ça pourrait peut-être servir à faire du très bon vide. En réalité, c'est une galère, on préfère vraiment le faire sur Terre. Dans l'espace, ça va être une usine à gaz, on va dire, pour faire ça. On a d'autres idées d'expériences quantiques qu'on fait déjà dans l'espace, dans la Station Spatiale Internationale. Il faut savoir qu'il y a un laboratoire de physique quantique qui a été monté par la NASA, qui s'appelle le Cold Atom Lab, où on fait des tas d'expériences de physique quantique, mais qui n'ont rien à voir avec l'ordinateur quantique. On va plutôt tester des lois fondamentales et essayer de mieux les comprendre, et je pourrais faire ça dans un autre live si ça vous amuse. L'espace et la quantique. Est-ce qu'on peut coupler une intelligence artificielle avec un ordinateur quantique? Alors il y a plein de gens qui travaillent sur cette question d'ordinateur quantique et d'intelligence artificielle. Il y a deux façons de procéder. La première, c'est que l'ordinateur quantique, c'est juste un boost. Vous voyez, c'est une sorte de coup de peps dans le moteur qui va accélérer l'intelligence artificielle, par exemple en inversant des matrices ou en faisant certains algorithmes particuliers. Donc ça, on pourrait le faire. On ne sait pas le faire actuellement vu que les ordinateurs quantiques ne marchent pas actuellement. Mais il y a des gens qui essaient de réfléchir si on ne pourrait pas programmer une intelligence artificielle
en quantique. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle elle-même utilise les lois de la quantique. Et là, il y a tout un panel de théories, de modèles, de simulations qui essayent d'imaginer comment la physique quantique pourrait simuler et aider à faire des modèles d'intelligence artificielle très originaux. Alors je ne suis pas expert du domaine, je sais qu'il y a plein de modèles en concurrence, mais pour l'instant on ne sait pas bien les faire tourner sur des vraies machines. C'est juste des calculs théoriques. Mais il y a peut-être un avenir à l'intelligence artificielle quantique. J'ai l'impression quand même que l'intelligence artificielle neuronale, celle qui simule notre cerveau, est vraiment celle qui marche bien actuellement, qui a le vent en poupe. Et il faut savoir d'ailleurs qu'il y a plein de labos de physique quantique qui travaillent là-dessus, mais avec un autre point de vue. Eux ils se disent on ne va pas faire d'ordinateur quantique, on va carrément directement simuler un cerveau avec des petits objets quantiques et qu'on va manipuler. Il y a par exemple Julie Grelier à Thales et au CNRS qui manipulent des spins, des petits aimants quantiques, pour simuler le comportement de neurones et de synapses dans notre cerveau et faire que ça calcule plus vite. Et là, l'intérêt, c'est surtout du gain en énergie. C'est faire que ça consomme moins que les intelligences artificielles actuelles qui consomment une quantité incroyable d'énergie. Est-ce qu'on pourra les miniaturiser à un moment ou est-ce qu'ils sont destinés à prendre une pièce entière ? L'enjeu, il n'est clairement pas pour l'instant dans la miniaturisation, il est plutôt dans le passage à l'échelle, c'est-à-dire les faire grossir. En fait, paradoxalement, on ne veut pas les réduire, on veut les faire grossir parce qu'on veut mettre plus de 0 et de 1 quantiques dedans. Donc on ne se pose pas trop la question de la taille, alors on se la pose dès qu'il faut commencer à refroidir, ou à vider, ou à faire des circuits électriques compliqués, parce que là, évidemment, si c'est trop gros, c'est compliqué à faire dans un labo. Mais il n'y a pas du tout d'enjeu de les rendre portables, par exemple, ou de les balader. Alors je dirais pas ça de toute la physique quantique, il y a certaines expériences quantiques qu'on veut clairement rendre portables. Par exemple, on a réussi à faire des interféromètres atomiques qu'on rend portables et nomades. Par exemple, pour les mettre dans les sous-marins nucléaires dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ou les emmener en haut des montagnes pour mesurer la gravité et anticiper par exemple des éruptions volcaniques. L'ordinateur quantique lui-même, honnêtement, les problèmes actuels, c'est de le faire marcher, c'est pas de le miniaturiser. Donc on n'est pas du tout dans la même logique qu'on était sur les ordinateurs classiques des années 50, 60, 70, vous voyez. On est dans une logique très différente. Déjà, on n'a pas encore choisi la technologie. On n'a pas encore choisi entre un ordinateur qui marche comme ça ou un ordinateur qui marche avec des photons ou un ordinateur supraconducteur. Chacun défend un peu sa boutique en disant le mien marche mieux. Celui qui a le plus vent en poupe, le vent en poupe en ce moment c'est lui, c'est l'ordinateur à atomes de Rydberg. Mais il y a encore 6 mois, 1 an, c'était l'ordinateur supraconducteur. Et il y a encore 2, 3, 4, 5 ans, on pariait plutôt sur l'ordinateur à ions piégés. Donc les technologies sont en train de se bagarrer les unes les autres. Il y a même des gens qui pensent que ça serait en couplant différentes technologies qu'on aurait le meilleur ordinateur quantique. Est-ce qu'un ordinateur quantique, c'est un super scientifique et quel avenir pour les chercheurs? Ah ouais, ça c'est une bonne question. Je pense que les chercheurs ont plus à craindre de l'intelligence artificielle que les ordinateurs quantiques. Ce que va faire l'ordinateur quantique, c'est simuler certains calculs qu'on ne sait pas faire avec des ordinateurs normaux, mais il ne va pas remplacer les physiciens qui programment ces calculs et qui les interprètent. L'intelligence artificielle, par contre, commence à faire des prouesses et je pense va être capable de faire peut-être certaines découvertes, certains calculs, certaines simulations de meilleure façon que les chercheurs. Alors, est-ce que ça menace le job des chercheurs? J'en sais rien. Il va falloir qu'ils soient plus créatifs et plus inventifs et qu'ils sachent utiliser ces outils dans l'avenir, je pense. Est-ce que l'ordinateur quantique permettra des avancées en médecine ou en biologie? Oui. S'il marche, une des applications, je vous l'ai dit, ça serait de calculer des réactions chimiques ou de calculer les propriétés de molécules. Et les propriétés des molécules, c'est les médicaments. Un médicament, c'est quoi? C'est une molécule, vous l'avalez, elle rentre dans votre corps et elle va avoir un principe actif qui va agir à certains endroits plutôt qu'à d'autres dans votre corps. Et je n'en connais pas plus à mon niveau de physicien. L'ordinateur quantique, il peut être hyper utile par exemple pour calculer le comportement de protéines, la façon dont elles se replient, la façon dont elles agissent. Et donc, il y a un gros enjeu, et je sais qu'il y a beaucoup d'industries dans le médicament qui s'intéressent à l'ordinateur quantique comme une espèce de super chimiste, vous voyez. Ça serait un ordinateur qui serait capable de simuler des réactions ou des molécules avant de les fabriquer, de les synthétiser dans un labo de chimie. Donc on aura toujours besoin de la chimie, mais ça serait une aide formidable en amont pour ne pas avoir à faire trop de synthèse, parce que ça prend un temps fou de faire des synthèses contrôlées. Donc l'ordinateur quantique pourrait être d'une aide incroyable à tout ce qui est la chimie, évidemment. Et la chimie et la physique se mélangent ici, on parle de chimie quantique. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire autant d'efforts pour ça? Je vais garder cette question pour la fin. Je pense que c'est la très bonne question. Quand on dit est-ce que ça vaut le coup de faire des efforts, les efforts c'est quoi? Est-ce que c'est des efforts financiers? Alors les efforts financiers, remettons en perspective. Quelques milliards à l'échelle de la France, c'est beaucoup. On entend parler en ce moment de coupes budgétaires de quelques milliards pour la recherche et c'est un drame. Donc quelques milliards à l'échelle de la recherche française, c'est beaucoup. Maintenant, j'aime toujours donner cette comparaison. 1 milliard, ça peut vous sembler beaucoup, c'est 100 km d'autoroute en France. En France, ça vous coûte 1 milliard. Autre exemple, 1 milliard, c'est en gros la moitié d'un sous-marin nucléaire. Donc si vous voulez un sous-marin nucléaire, il vous faut en gros 2 milliards. Donc est-ce que je préfère inventer un ordinateur quantique du futur incroyable ou fabriquer un deuxième sous-marin nucléaire? Ah oui, le choix il est moins simple. Et puis il ne faut pas penser seulement à ordinateur quantique. Pour se dire, mais si à la fin ça ne marche pas, on a gâché de l'argent. Non, pour 2 raisons. La première, c'est les autres technologies quantiques dont je vous ai parlé. L'imagerie, les communications, les capteurs.
toutes ces technologies-là, elles marchent déjà très bien. Et elles profitent directement des recherches qu'on fait sur les ordinateurs quantiques. C'est les mêmes labos qui font les deux recherches. Et donc vous voyez, on améliore un truc sur l'ordinateur quantique, on trouve une manière d'injecter les photons plus astucieuse, de les détecter, et hop, on recycle ça pour fabriquer un radar. Le radar dont je vous ai parlé, fait par l'ENS Lyon par exemple, il utilise les mêmes composants que ceux qui sont dans l'ordinateur de Google, et qui ont d'ailleurs été inventés au début à la fois en Californie et en France au CEA Saclay. Donc vous voyez, c'est des domaines qui sont vraiment intriqués les uns dans les autres, c'est le cas de le dire, et qui font que c'est dur de dire, bah non, l'ordinateur quantique ça sert à rien, on arrête. Parce qu'en fait, ça irradie tout un champ de recherche, d'industrie, de technologie. C'est vrai que s'il ne marche pas à la fin, on aura perdu de l'argent, mais ça aura quand même servi à quelque chose. Il ne faut pas raisonner trop court-termiste dans ces problèmes-là, et trop focaliser sur une seule application. Peut-être je reviens, on est bientôt vers la fin du live, je reviens à quelques questions que j'avais posées au début. Quelle est la place de la France dans tout ça? Où on en est, nous, en France? Alors, on peut à la fois faire cocorico et pas cocorico du tout. On peut faire cocorico parce que beaucoup des technologies utilisées actuellement ont été inventées en France. L'intrication, c'est Alain Aspect, dans les milieu des années 80, qui invente, qui découvre, qui mesure l'intrication et qui invente des détecteurs à photons, des émetteurs de photons individuels, etc., et qui lance tout ce mouvement-là. Les ordinateurs qui utilisent les circuits supraconducteurs, comme ceux de Google ou d'IBM, en fait, les premiers circuits supraconducteurs fabriqués comme ça, c'était dans le groupe de la Cantronique au CEA Saclay, et puis en Californie, chez John Martinis et chez John Clark. Donc la France est pionnière, également dans le domaine des photons, également dans le domaine des boîtes quantiques. Il y a toute une activité à Grenoble hyper florissante et hyper riche, et c'est parmi les pionniers sur ces sujets-là. Pour résumer, en fait, dans les labos, on est très bon. Depuis quelques années, ces labos ont créé des petites startups qui sont devenues grosses. Je pense à Pascal, à Candela, à plein d'autres startups de ce genre-là. Ce qu'on ne faisait pas trop avant et qu'on commence à faire, et ça marche très bien. Et donc là encore, je pense qu'on n'a vraiment pas à rougir avec nos startups en France. Là où on est moins bon, pour être très honnête, c'est les grandes industries. Je vous ai parlé des GAFAM, il se trouve que Google, Amazon, Microsoft, IBM, Intel, tous ces groupes-là mettent des milliards sur la table pour fabriquer les meilleurs ordinateurs quantiques au monde. Et on n'est clairement pas à ce niveau-là sur les industries françaises. Certaines industries s'investissent, je pense à Thales par exemple, d'autres testent un peu le terrain, je pense à des groupes comme, je sais pas, le Crédit Lyonnais ou EDF qui testent des petites applications, mais on n'est pas du tout au niveau d'investissement, qui est vraiment un investissement de recherche fait par les grandes entreprises américaines. Et là, on est très en retard. Un autre point, à mon avis, où on est en retard, c'est pas forcément sur les investissements et l'argent qu'on met dans le domaine, mais la façon de l'utiliser. Il se trouve qu'en Allemagne, par exemple, où je connais le cas, ou aux États-Unis, quand on décide de mettre de l'argent sur un sujet, 6 mois après, l'argent il est dépensé. En France, on va construire un comité, le CNRS, le CEA, les institutions, on va construire un système d'appel à projet, donc c'est très vertueux, parce que c'est assez démocratique, mais tout ça va prendre 1 ou 2 ans avant qu'on puisse dépenser l'argent. Et puis pour dépenser l'argent, ça va être une galère. Il y a des systèmes de codes d'achat, de trucs, etc., de plein de règles très vertueuses, mais qui ralentissent énormément le process. Et donc quand on est dans une compétition internationale féroce, où chaque jour compte, si on doit se prendre 6 mois parce qu'on n'a pas été fichu d'utiliser la carte bleue du labo pour acheter un truc qui n'était pas sur le code des marchés aux États-Unis, c'est dramatique. Et donc je pense qu'il y a un vrai enjeu à fluidifier et à simplifier la façon de dépenser de l'argent. Pas seulement la façon de récupérer de l'argent, mais de le dépenser dans les laboratoires. Là je pense vraiment au labo public. Le privé n'a pas du tout ce problème-là. Je pense surtout que la bonne échelle, c'est pas la France, c'est l'Europe. Il faut penser Europe. Et là, je trouve que l'Europe, actuellement, tient sa place, à peu près à niveau égal avec les États-Unis, la Chine, et c'est des blocs assez comparables en investissement, en taille, en nombre de chercheurs et de chercheuses. Donc je pense que pour l'instant, on est dans la course. Je prends quelques questions. Est-ce que l'ordinateur quantique peut être dangereux? Alors ça dépend ce qu'on appelle dangereux. Est-ce qu'il peut être dangereux dans le genre, je sais pas, il explose? Non, ça c'est comme une manip de laboratoire, il n'y a pas de danger spécifique. On met de l'hélium liquide dedans, on met de l'électricité, mais il n'y a pas de danger, il n'y a pas d'accident possible. Ce n'est pas des expériences dangereuses. Est-ce qu'il peut être dangereux dans son utilisation? Alors là, on pourrait dire que oui, s'il commence à casser tous les codes secrets dans le monde, vous voyez qu'il y a un danger énorme sur la confidentialité, sur tout ce qui est confidentiel. Je pense qu'on agite un petit peu trop cette peur, parce que vraiment, elle n'a pas lieu d'être à court terme. C'est tellement compliqué de faire un algorithme de Shor, vu le nombre de 0 et 2 en jeu, de boîtes, de portes quantiques en jeu, de réglages fin de ces portes quantiques, que quand on se plonge vraiment dans ce qu'il faudrait fabriquer comme machine pour faire l'algorithme de Shor, c'est presque la plus compliquée des ordinateurs quantiques. Donc je pense qu'on n'est vraiment pas prêt de casser les codes et les cryptés actuels. Donc comment est-ce qu'il peut être dangereux autrement? Je dirais que c'est dans les applications militaires, donc pas l'ordinateur quantique lui-même, mais plutôt les imageries quantiques par exemple, où là évidemment, si vous inventez un radar, c'est quand même pour détecter l'avion ennemi, et là à vous de définir ce que vous appelez danger ou pas danger, et dans quel camp vous vous placez du côté militaire. Mais en soi, je ne vois pas de danger intrinsèque à l'ordinateur quantique. Est-ce qu'on peut les mettre en réseau? Ah ouais, on aimerait bien. C'est une très très bonne idée, ça, l'idée de les mettre en réseau pour qu'ils cumulent leurs forces. Alors ça pose des problèmes, c'est-à-dire que c'est pas juste on va les connecter avec des fibres optiques. Il faut que le long du réseau, ça reste quantique.
Et donc se pose la question là de communication quantique. Et donc il y a plein de gens qui travaillent là-dessus à essayer de faire que, disons, les propriétés de la quantique, cette espèce de superposition un peu miraculeuse, ne se perdent pas quand on passe d'un ordinateur à l'autre. Et donc il y a plein de solutions. Je sais que par exemple, il y a un groupe hollandais très en pointe dans le domaine qui a réussi avec des petits diamants à faire un système à 3 points quantiques, 3 pseudo-ordinateurs quantiques reliés entre eux et qu'il arrive à faire communiquer entre eux. Et donc il y a plein d'essais actuellement pour essayer de faire parler entre eux des bouts d'ordinateurs quantiques pour démultiplier les forces en quelque sorte. Mais c'est pas juste brancher des câbles électriques. Il faut que ça reste quantique de A à Z et ça c'est pas simple. Est-ce qu'un ordinateur quantique pourrait résoudre des problèmes non résolus? Oui. Alors si on pense aux problèmes scientifiques, c'est déjà le cas, ça commence à être le cas. L'ordinateur dont je vous ai parlé là, à Atom de Rydberg, commence à résoudre des problèmes de physique quantique, de magnétisme quantique qu'on ne savait pas résoudre jusque-là dans les laboratoires. Et on peut espérer que ça aille en s'améliorant. Moi-même, j'ai longtemps travaillé sur les supraconducteurs à haute température critique qui restent un des plus grands mystères de la physique contemporaine. On ne comprend pas comment ils marchent. Et on espère qu'un ordinateur quantique pourrait nous donner la solution à ce mystère et nous dire comment il fonctionne en les simulant. Est-ce que l'intrication quantique va révolutionner Internet? Je crois pas. On nous survend un petit peu l'intrication quantique sur Internet, notamment en disant qu'on va faire un Internet quantique. Alors entendons-nous bien, quand les gens parlent d'Internet quantique, en général, ils parlent du fait de crypter l'information de façon quantique. Ce dont je n'ai pas parlé, parce que ça n'a rien à voir avec l'ordinateur, c'est qu'on peut, en utilisant la physique quantique, crypter l'information. Donc on ne va pas la décrypter comme tout à l'heure, on va la crypter, là on va faire du chiffrage, et ça permet de protéger des codes secrets. Et c'est plus ou moins infaillible. Je dis plus ou moins parce qu'on peut faire quand même du quantum hacking, et il y a tout un jeu et un sport à ça. Mais si ça marche, et les Chinois sont notamment en pointe dessus, on pourrait se dire on va faire un Internet qu'on va crypter non plus avec des nombres premiers, mais avec de la physique quantique. Et donc il y a plein de travaux autour de ça. Pour l'instant, ça marche très mal. On sait faire ça sur une centaine de kilomètres maximum. Ça peut se hacker. C'est au point où l'agence de sécurité française, par exemple, déconseille d'utiliser les technologies de cryptographie quantique pour l'Internet quantique. Donc l'Internet quantique, en termes de cryptographie, je ne suis pas sûr que ça ait un avenir incroyable, et pour l'instant, actuellement, ça marche mal. Est-ce que c'est l'information elle-même qui pourrait être changée dans sa nature? Je ne suis pas sûr de ça. J'ai l'impression que l'Internet, ça va quand même consister à transporter des 0 et des 1 sur des grandes vitesses et des grandes distances. Ça va rester comme c'est actuellement, parce que ça marche déjà très bien. Je ne suis pas sûr que l'ordinateur quantique apporte quoi que ce soit là-dessus. Est-ce que ça peut retenir des infos ou ça fait juste des calculs? C'est une bonne question ça aussi. Vous posez des super questions ce soir. Bravo, TikTok et Instagram. Il se trouve que le stockage quantique, la mémoire quantique, c'est un vrai problème, c'est une vraie difficulté. On commence à trouver des solutions, mais c'est un enjeu en soi. Donc il sait faire des calculs, il ne sait pas facilement stocker. Et il y a un vrai problème pour certains calculs à stocker de l'information intermédiaire, ce qu'on ne sait pas très bien faire actuellement, et sur lequel certaines personnes travaillent actuellement. Je vais peut-être finir avec ma conclusion, dire un petit peu ce que je pense finalement, quel est le verdict. Je me souviens, il y a quelques années, au début de l'excitation, quand on était vers 2017-2018, il y avait des gens qui me demandaient, est-ce qu'il faut investir en bourse sur l'ordinateur quantique? Et après tout, c'est une très bonne question. À la fin, si vous vous demandez, mais est-ce que ça va marcher, est-ce que j'y crois ou pas, demandez-vous, est-ce que je mettrai mon argent dessus? Alors moi, je n'investis pas trop en bourse, mais il se trouve que si je devais investir en bourse, je ne sais pas si je le ferais, j'hésiterais beaucoup, mais si je le faisais en tous les cas, ça serait sur un investissement à long terme. Je pense que le point clé, c'est de ne pas se projeter dans un truc qui va marcher dans un an. C'est de ne pas raisonner à court terme en se disant « Waouh, on a la révolution dans 6 mois et tout va changer ». On est dans une physique qui prend du temps, une technologie ultra sophistiquée, et ça va prendre du temps. Et donc si ça marche, ça va être quelques années, voire quelques dizaines d'années. Et donc ça permet de comprendre un petit peu mieux qu'il ne faut pas se laisser avoir par des promesses à court terme du genre on va résoudre la crise climatique avec un ordinateur quantique. La crise climatique aura largement le temps de nous tomber dessus, ce qui est déjà le cas, et violemment, avant qu'un ordinateur quantique fasse quoi que ce soit. Donc je crois qu'il faut voir l'ordinateur quantique comme une possibilité effectivement de faire des avancées dans le domaine des algorithmes et des simulations majeures. Et si ça marche un jour, ça sera une petite révolution dans ces domaines-là. Est-ce que ça va bouleverser la société? Je ne pense pas. Et donc je pense qu'il faut faire attention parce qu'en ce moment on est dans une mode où il y a des gens qui ont tendance à pousser un peu à l'extrême et à dire l'ordinateur quantique va tout résoudre, va vous faire de l'intelligence artificielle, va vous résoudre la crise climatique, va vous résoudre les problèmes des médicaments, etc., etc. Et là, il faut être un peu sérieux. Et il faut un peu se plonger dans comment ça marche, quels sont les problèmes actuels, à la fois sur le software, sur le hardware, du côté informatique, du côté physique, du côté électronique, pour comprendre les limites de l'engin et comprendre qu'il ne va pas pouvoir faire tout et n'importe quoi. Donc je crois que ça peut être une petite merveille scientifique, une petite merveille technologique, mais ça ne va pas tout faire. Et en particulier, il y a parfois une fausse idée qui est, s'il marche un jour, ça va être une révolution scientifique. Alors là, je pense qu'il faut être clair, ça va être une révolution technologique. Mais pour moi, une révolution technologique, c'est pas scientifique. Technologique, c'est que ça va permettre plein d'applications. Scientifique, c'est que soudain, on comprend une nouvelle théorie. Et ça, c'est pas gagné. Il pourra peut-être aider des scientifiques à comprendre des nouvelles théories, mais en soi, un ordinateur quantique, on peut dire, n'a rien apporté scientifiquement à la physique quantique.
L'intrication, on connaissait déjà, la superposition d'états, on connaissait déjà. En fait, c'est vraiment une technologie, il faut le voir comme tel. Un peu de la même manière que les incroyables développements autour de l'électronique et des microprocesseurs ces 50 dernières années ne nous ont rien appris fondamentalement sur la physique. On avait compris ça déjà dès les années 50. Donc vous voyez, il faut distinguer la technologie et la science fondamentale. Alors est-ce que ça peut servir quand même en sciences fondamentales? Et moi je viens quand même de là. Oui. Oui, parce que ça forme des générations de physiciennes et de physiciens qui doivent bosser avec des informaticiens, avec des électroniciens, avec des ingénieurs pour améliorer des machines à la pointe des recherches. Et inutile de vous dire que les chercheurs dans les labos, ensuite, ils repiquent toutes ces technologies pour faire leurs expériences de physique fondamentale. Et donc je pense qu'il ne faut pas séparer de façon caricaturale, en disant d'un côté, il y a les gens qui essaient de faire de l'argent avec les ordinateurs quantiques, de l'autre, il y a les physiciens purs qui essaient de comprendre le monde. C'est vraiment deux mondes complètement mélangés. On voit bien que les prix Nobel d'un monde vont être dans les conseils scientifiques des startups de l'autre monde. Et donc c'est un monde qu'il ne faut pas voir de façon séparée. Il faut continuer à investir dessus. Par contre, il ne faut pas que ça soit notre seul investissement. Il ne faut pas mettre toutes nos billes dedans. Et notamment, il ne faut pas tomber dans cet excès de dire le truc important en physique en ce moment, c'est l'ordinateur quantique, donc on met tout notre argent là-dedans, on laisse tomber le reste. Ça n'aurait pas de sens. Les progrès, parfois, ils ont lieu de façon complètement détournée. L'histoire même de l'ordinateur quantique, elle raconte ça. C'est très marrant, la façon dont ça a été découvert, c'est par des gens qui ne pensaient pas du tout fabriquer un ordinateur quantique derrière, qui pensaient plutôt à tester des effets de physique fondamentale et de physique quantique sur des atomes et sur des circuits électriques. Et plus tard, on s'est rendu compte que ça pouvait servir à faire un ordinateur. Donc il ne faut pas raisonner seulement de façon appliquée en disant on améliore l'ordinateur et on ne fait rien d'autre. Il faut continuer à financer la recherche fondamentale, parce que c'est peut-être elle qui va trouver la solution à tous les problèmes de l'ordinateur, y compris de façon inattendue. Et je pense que c'est ça ma conclusion numéro 1. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre comme grande conclusion? J'ai l'impression qu'on a fait le tour. Si je résume, allez, en 3 phrases, s'il fallait retenir 3 trucs de ce que je vous ai dit ce soir et les ressortir en société si vous voulez faire chic. L'ordinateur quantique ne va jamais remplacer l'ordinateur de nos salons. Ça reste une expérience de laboratoire. Ça peut promettre des révolutions majeures dans plein de domaines industriels. La révolution la plus importante, ça sera dans le domaine des simulations. Inventer des nouveaux médicaments, inventer des nouvelles réactions chimiques et les améliorer. Et là, il y a des enjeux énormes pour toute l'humanité. Mais ça ne va pas pour autant résoudre tous les problèmes de l'humanité, loin s'en faut, et donc il ne faut pas devenir technophile. Et il ne faut pas mettre toutes nos billes sur l'ordinateur quantique, il faut continuer à encourager les autres domaines. Et si on met nos billes dans l'ordinateur quantique, il faut lui laisser du temps. Il faut lui laisser quelques années, quelques dizaines d'années pour faire ses preuves. Ne demandez pas qu'il marche d'ici 6 mois. Et ben, je vous remercie à toutes et à tous d'être venus ce soir rester avec nous pour ce live de 3/4 d'heure. Et puis si vous avez envie que je fasse des lives sur d'autres sujets, ben c'est le bon moment pour nous le dire. Envoyez-nous des messages pour nous dire sur quoi vous aimeriez qu'on fasse des lives, tant que c'est de la physique. Hein. Moi, le reste, je ne connais pas. Mais sur la physique, je serais ravi de discuter avec vous de plein d'autres sujets. Bonne soirée! Et là, je continue de sourire tant que le live n'est pas arrêté.